Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur la première. Voici les titres de votre journal. Le cri de désespoir d'une trentaine de familles de l'immeuble GIP à Papeete, construit en 2009. Leur bâtiment est en train de s'effondrer petit à petit. Ils lancent un appel à l'aide au pays. Les Polynésiens de plus en plus touchés par la dépression à cause de la crise du coronavirus, une détresse mentale qui peut parfois pousser au suicide. Protection et résilience, c'est le nouveau plan de relance du gouvernement sur 3 ans, 77 milliards de francs pour soutenir l'économie et l'emploi, mais pas seulement, vous allez le voir dans un instant. Ce plan de relance est-il réaliste par rapport à la conjoncture? Florent Venner, économiste, répondra à nos questions. Bonsoir, on vous retrouve tout à l'heure. En Nouvelle-Calédonie, la grogne des indépendantistes contre le rachat de l'usine de Nickel Valley continue. Les forces de l'ordre ont dû ouvrir le feu pour dissuader les opposants. Enfin, pour terminer, un zoom bien mérité sur le trio Vaheana Fernandez, Evar Itay et Ken Cartler, sélectionnés parmi les 12 finalistes de France pour le prochain concours de l'Eurovision 2021. À Papeete, plusieurs familles résidentes de l'immeuble To'arei, plus connu sous le nom de l'immeuble GIP, vivent dans l'angoisse et la peur. Leur bâtiment se fissure de toutes parts depuis la construction d'un nouveau bâtiment mitoyen il y a 1 an. Les murs s'écartent, certaines canalisations sont même rompues. Les résidents sont désespérés. Le reportage de Nicolas Suire. De longues fissures de plusieurs centimètres de large sont apparues sur toute la hauteur de cet immeuble depuis le début de l'année. Depuis les travaux de construction du nouveau bâtiment collé au leur. Certaines canalisations ont cassé au 5e étage. Myriama vit avec ses 4 enfants et son compagnon. Elle s'inquiète de la solidité de l'édifice et des problèmes d'infiltration d'eau. Mon voisin du 4e, il se plaignait des fuites d'eau. Mais à l'œil nu, on ne voyait rien. Donc, après mars, ça a continué à fissurer. Au mois d'août, les fissures sont devenues apparentes. On a fait intervenir, ma belle-mère a fait intervenir un représentant de Boyer qui est venu faire un constat le 29 septembre de cette année. Et depuis, plus de nouvelles. La mezzanine est instable. Elle tient uniquement grâce à des étais, mais pour combien de temps? Depuis plusieurs mois, la vie des habitants de cet immeuble est chamboulée. À cause de la pluie, qui désormais s'infiltre par la toiture, son frère et sa compagne ont dû déplacer tous les meubles. Ici, il y avait des meubles, mon lit là, et la télé avec tout ça. Et là-bas, les tiroirs pour ranger les linges. Voilà. Vous avez tout enlevé? Et là, on a tout retiré pour... Comme quand il pleut, il y a des fuites d'eau. Dans cet autre appartement, plus proche des travaux, outre le mur de la cuisine, tout le sol est fissuré, du salon jusqu'à la chambre. Là, ça craint vraiment, ça fait peur. On ne dort pas sur les 2 oreilles. Vous entendez des bruits? Ah oui, on entend des fois craquer. Parmi les 30 familles qui habitent l'immeuble, certains résidents sont allés voir le service de l'urbanisme, la mairie de Papeete, l'OPH et même le ministère du Logement. Alors avec toutes ces filles-là qui ont fait des démarches, même moi-même aussi, avec mes collègues aussi, bon, on n'a toujours pas de réponse, on n'a toujours pas de nouvelles et on veut savoir vraiment le plus important pour nous, parce qu'on est des humains, on n'est pas des chiens. Les personnes interviewées seraient propriétaires, elles rembourseraient des mensualités jusqu'en 2036. Leur esprit est accaparé par des problèmes de sécurité plus que par les fêtes de fin d'année. Cet après-midi, elles ont déposé une plainte contre X à la DSP. L'entreprise Boyer, qui a réalisé la construction de l'immeuble GIP, est également en charge du nouveau bâtiment mitoyen. Elle n'a pas souhaité s'exprimer. Et les résidents ne savent pas vers qui se tourner, demandent donc l'aide du pays. Et puis, ce coup de massue pour Gaston Flosse en correctionnel dans l'affaire des citernes d'eau d'Erima. L'ex-président du pays a été condamné à 5 ans d'inéligibilité et une interdiction définitive d'exercer une fonction publique, une amende de 10 millions. Il doit également verser à la commune de Pirée près de 36 millions au titre du préjudice matériel. Quant à Edouard Fritsch, il écope d'une amende d'1 million de francs et plus de 46 millions à verser à la mairie. Olga et Hilda Anderson, également poursuivis dans ce dossier, ont été respectivement condamnés à 5 millions et 10 millions de francs. On écoute Gaston Flosse et son avocat, micro de Sandrouli. Scandaleux. C'est scandaleux ce que
vient de décider le tribunal. C'est une affaire montée de toutes pièces contre moi. Alors, ce sont des faits qui remontent, tenez-vous bien, au début des années 1980. C'est quand même extraordinaire, 40 ans après, d'être condamné comme M. Floss l'a été. Comment voulez-vous venir dire que ce n'est pas prescrit, alors que le commissaire divisionnaire et un des substituts généraux de cette maison étaient eux-mêmes bénéficiaires de ce qui est reproché à M. Floss, et qui le disent eux-mêmes, qui le savent depuis 1994, au moins. Alors, contourner cette évidence, ça m'apparaît effectivement très aléatoire. Et Gaston Floss a d'ailleurs précisé qu'il va se pourvoir en cassation. Au chapitre sanitaire, le Covid-19 a fait encore un mort et c'est toujours un de trop pour la Polynésie. Le nombre de nouvelles contaminations s'élève à 124 ce jeudi. 54 hospitalisations sont en cours, dont 25 en réanimation. Restez donc très vigilants. Et force est de constater que la pandémie joue énormément sur le moral des Polynésiens. Les médecins le constatent de plus en plus. Le coronavirus provoque des épisodes de dépression qui peuvent pousser au suicide. Les précisions de Brigitte Olivier, Heipo Atewira et Sandrouli. Le virus rôde, les chiffres de l'épidémie restent inquiétants, le nombre de morts augmente régulièrement. Le confinement, puis le relâchement, la deuxième vague, le couvre-feu et la mise entre parenthèses de nos vies dans un climat anxiogène, tout cela est mauvais pour notre morale, pas bon pour notre fonctionnement. L'être humain n'est pas fait pour vivre isolé, sous la menace de perdre ses acquis. D'autre part, il y a ces conséquences sociales, psychosociales qui sont économiques, avec des gens qui perdent leur emploi, des gens qui sont obligés de revenir vivre dans leur famille, chefs d'entreprise qui pensent qu'il va être en faillite. Voilà, on a eu des cas comme ça. Les chiffres qu'on a fait en fait un rétrospectif du nombre de suicides par année, et c'est vrai que lors des années de crise économique comme 2001 ou 2008, il y a eu carrément un doublement du nombre de suicides. Donc ça montre bien la souffrance qui en découle. Pour les personnes qui ont été hospitalisées, l'impact aussi est violent. 20% des patients développent des syndromes anxieux et dépressifs. On a été confinés, c'est pas normal. On a perdu pas mal de liberté, le port du masque, le couvre-feu. Et à cela s'est ajouté justement le problème de la maladie elle-même, qui est donc une infection en particulier pulmonaire et qui a vraiment un phénomène inflammatoire très important, d'où la mise sous cortisone. Et cette tempête justement donc immunitaire, donc avec des cytokines, abîme le cerveau. Difficile ensuite d'avoir des données précises sur la santé morale des Polynésiens après 8-9 mois d'épidémie. Pudiques et dans la retenue, ils n'aiment pas parler de leur tristesse. Pourtant, les aidants les enjoignent à le faire car les conséquences à terme d'un non-dit sont parfois irrémédiables, surtout chez les jeunes. C'est dans les familles qui ont perdu leurs proches, surtout le métois. Les jeunes n'ont plus de personnes pour les soutenir, la grand-mère ou le grand-père qui les console. Et j'ai un peu peur dans l'avenir que ces jeunes se livrent à eux-mêmes et vivent un mal-être du manque de ces personnes de certain âge, des métaux. Cette crise, engendrée par la Covid-19, nous poursuivra tous et longtemps encore. Le réaliser et en parler avant de rétablir nos liens sociaux sera le signe d'une bonne santé mentale. Et pour que la situation s'améliore, il faut une relance. C'est ce qu'a présenté ce matin Yvonne Raffin, ministre de l'économie. Un nouveau plan de relance intitulé Protection et résilience qui n'a pas fait l'objet d'un vote, mais d'une discussion avec les élus de l'Assemblée. Un plan pour relancer l'économie et l'emploi après une année noire, sans oublier bien sûr les solidarités. Caroline Faré nous en présente les grandes lignes. Édouard Fritsch est clair, rien ne pourra plus être comme avant. Pour pallier les effets de la crise du Covid, le gouvernement s'appuie sur 2 axes. Soutenir l'économie et l'emploi pour limiter les effets négatifs de la crise sanitaire et renforcer les solidarités envers ceux qui souffrent. Le plan de relance propose une 50aine de mesures à hauteur de 50 milliards de francs sur 3 ans, dont 22,3 milliards pour 2021. Objectif affiché, la préservation de l'appareil productif et de l'emploi. À ce titre, 12 milliards seront injectés l'an prochain pour relancer les secteurs du tourisme, de la perliculture ou la transition énergétique. Pour les entreprises, de nouveaux instruments financiers seront proposés, comme la création d'un fonds de relance et de développement, la mobilisation productive de
l'épargne ou des crédits d'impôt renforcés. Pour préserver la cohésion sociale, plusieurs centres d'accueil et foyers sont prévus à la construction. Après un premier prêt obtenu auprès de l'Agence française de développement en juillet dernier, cette nouvelle feuille de route fera l'objet d'un second volet qui doit être encore discuté à Paris. Au total, en ajoutant les 30 milliards de crédits de paiement pour la commande publique, ce sont 77 milliards de francs qui seront mobilisés pour ce plan de relance. Florent Wenner, merci d'être avec nous sur ce plateau. La conjoncture économique est particulièrement difficile. Ce plan de relance est-il réaliste ? Oui, c'est un plan de relance qui est effectivement réaliste. C'est un plan de relance qui se donne pas mal de moyens. On a vu 77 milliards, c'est pas rien, avec à la fois de la commande publique, à la fois des mesures de soutien général et sectoriel, et puis à la fois des mesures d'investissement aussi. Hein. Donc c'est quand même une somme considérable. Selon vous, quels sont les secteurs prioritaires à relancer ? Alors, évidemment, le secteur qui est mis en avant au premier chef, comme d'habitude, hein, c'est le tourisme, puisque c'est le premier moteur de l'économie. Alors, on s'intéresse aussi à la perle, on s'intéresse aussi à d'autres aspects, mais les mesures, après, elles sont transversales. Hein, elles couvrent aussi l'intégralité des secteurs. Ce qui est très intéressant, en fait, c'est que l'accent a été mis sur le fait qu'il fallait absolument préserver l'appareil productif. Et ça, on ne le dit pas suffisamment souvent, mais les mesures de soutien, en fait, elles évitent la mort des infrastructures, en fait, et ce qui nous permettra, le jour où on pourra reprendre, et notamment le jour où les touristes reviendront, d'avoir des structures pour les touristes, quoi, des compagnies aériennes, des hôtels, enfin voilà, des endroits pour accueillir nos touristes, quoi. Alors, comment maintenir le pouvoir d'achat des ménages dans ce contexte-là ? Alors, on a des mesures de soutien direct, effectivement, à l'emploi. Alors, pour essayer de préserver l'emploi, pour essayer d'aider également ceux qui le perdent, hein, compenser, alors, soit les pertes de pouvoir d'achat qu'on a parce qu'on réduit en fait le temps de travail, soit aider ceux qui perdent leur travail. Donc ça, c'est bon, les mesures dont on a déjà parlé souvent, DIS, des ETI, etc., qui sont maintenues, hein, qui sont prolongées. Donc ça, c'est effectivement... il faut comprendre qu'à l'heure actuelle, il y a à peu près un actif sur 4 hein, dont l'emploi est soutenu directement, indirectement par ces mesures-là, c'est-à-dire 22 000 actifs quand même. Hein. Donc sans ces mesures, on aurait un chômage de masse nettement plus important. Donc pour l'instant, on a vraiment bien réussi à contenir hein, au niveau des mesures gouvernementales, en fait, les impacts très négatifs qu'on pourrait d'ores et déjà avoir. Alors, ce que craignent justement les syndicats, c'est comment est-ce que le pays va financer ce plan de relance sans pour autant augmenter les impôts ? Alors, c'est vrai que le financement n'est pas totalement trouvé, il faut reconnaître. Donc, il y a une partie qui est sur le budget général. Il y a une partie où on fait appel à la solidarité nationale. Bon, reste à voir ce qui va se passer, parce que l'État a ses propres contraintes aussi. Et puis, bon, on a une grosse autonomie qu'il faut aussi assumer, hein, d'une façon générale. Et puis après, évidemment, il y a un recours à l'emprunt, hein, donc l'augmentation de la dette. Alors, c'est toujours un débat compliqué, l'augmentation de la dette. Mais justement, ce qui est intéressant dans ce plan, c'est qu'on évite de faire que du conjoncturel. On essaye de maintenir aussi les structures en fait de l'économie. Et à partir du moment où on s'endette pour maintenir des infrastructures ou développer les infrastructures, c'est quand même au plan économique nettement moins grave que si on s'endette pour des acquis sociaux, etc. Voilà. Dernière question, très brièvement, ce plan sera-t-il suffisant si jamais l'épidémie dure encore plus longtemps ? Alors évidemment, moi je suis pas médecin, je ne sais pas du tout ce qui peut se passer à l'avenir. Alors là, effectivement, c'est un horizon de 3 ans, mais ce qui est bien aussi, puisque ça veut dire que le gouvernement a très très bien compris que on n'est pas dans la poudre de perlimpinpin, quoi. On n'est pas dans quelque chose qui va se régler très vite. On est sur un vrai problème structurel qu'on va traîner, malheureusement, et notamment les mesures d'accompagnement à l'emploi, elles sont dégressives hein, de 2021 à 2022-2023, mais elles sont quand même présentes. Donc le gouvernement a bien conscience qu'on va avoir des problèmes d'emploi au moins jusqu'en 2023. Après, il sera toujours temps de réaxer. Hein. Florent Wenner, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. En Nouvelle-Calédonie, où 3000 emplois sont menacés, eh bien, le groupe brésilien Vale a annoncé hier la vente de son usine de nickel à un consortium calédonien et international. La nouvelle a bien sûr suscité de fortes hostilités. De violents affrontements ont même eu lieu à l'entrée de l'usine entre manifestants et forces de l'ordre. Voyez par vous-même sur ces images amateurs le commentaire d'Angela Palmieri.
Comme le montrent ces images amateurs qui nous ont été transmises, au fil des heures, la tension monte autour des accès de Valencia, jusqu'au moment où un groupe d'individus à bord de 2 pick-up s'élance pour tenter de forcer l'entrée de l'usine qui est sécurisée par les forces de l'ordre. Après plusieurs sommations et des tirs de gaz lacrymogène, les gendarmes ont finalement fait usage de leurs armes pour repousser ces véhicules qui fonçaient sur eux. Il n'y a pas eu de blessés, mais un bâtiment administratif a été incendié. Face à la gravité de la situation, Valencia a pris la décision d'évacuer la très grande majorité de son personnel. Seuls sont restés sur place les employés essentiels à la sécurisation du site classé, rappelons-le, Seveso, c'est-à-dire présentant des risques d'accidents majeurs. Des renforts militaires ont aussi été déployés sur le site pour augmenter les effectifs déjà présents. La direction de Valencia a pris la décision de mettre à l'arrêt la centrale électrique et l'usine d'acide. Une décision extrême pour faire face à une situation à haut risque. Antonin Beurrier, le PDG de Valencia, que nous avons joint par téléphone à Paris et qui n'a pas pour le moment souhaité s'exprimer longuement, nous a néanmoins confié que selon lui, la situation dans laquelle se trouve désormais l'usine du Sud est très grave. Et le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, avait prévu une visioconférence ce jeudi réunissant les principaux acteurs calédoniens, un rendez-vous boycotté par les indépendantistes. Retour au Fénois, où les étudiants de Tahiti ne sont pas les seuls à ne pas pouvoir décrocher un stage en entreprise. À Nukuhiva aussi, aux Marquises, eh bien, c'est compliqué. 3 professeurs du collège ont donc mis en place un projet alternatif. Objectif pour les élèves de 3e, aller à la rencontre des professionnels de Taïuhae, les filmer, les interviewer pour en apprendre un peu plus sur leur parcours, les caractéristiques de leur métier aussi, leur rémunération ou encore les avantages et les inconvénients de leur profession. Un projet inédit que nous explique Franck Loubet, l'un des initiateurs du projet, au micro de Marie Curva. Ce projet pourra être remis au bout du jour chaque année, puisque le secteur, le tissu économique de Nukuhiva est grandissant, et c'est un terreau fertile pour nos élèves pour qu'ils puissent construire leur chemin d'orientation. En tout cas, ceux que nous allons voir ont déjà trouvé leur voie, c'est la chanson. C'est le trio polynésien qui va peut-être représenter la France au concours de l'Eurovision 2021. 39 ans après John Gabilou, Vahiana Fernandez, Evar Itay et Ken Cartler ont fait sensation avec leur titre Maeva. Ce n'est pas encore gagné, mais ils décollent ce soir pour Paris en vue d'enregistrer l'émission de France 2 qui présentera les 12 finalistes dont ils font partie. Kalen Liénard et Teivaribé. Maeva, la chanson du trio Amui, grâce à laquelle Ken Carter, Eva Aritei et Vahiana Fernandez accèdent à la finale de l'Eurovision France. Au départ, 700 candidats mais seulement 12 finalistes, un exploit pour ces voix bien connues du public local. C'est l'explosion de joie, je n'ai qu'un mot à dire, c'est waouh! On est sélectionné parmi les 12 finalistes et c'est quelque chose de grand. Franchement, on est très fiers de pouvoir représenter notre Fénois, notre Polynésie en métropole. Amui, un nom choisi pour montrer l'unité et la solidarité du trio. Dans cet esprit, ils espèrent décrocher la place tant convoitée du candidat qui représentera la France à l'Eurovision. Maeva, en français et en tahitien, symbole unissant 2 cultures. Maeva, déjà, c'est un message fédérateur. Si on regarde bien les paroles, c'est la fraternité entre les peuples, notamment entre la métropole et la Polynésie. On veut montrer que la France est grande aussi par son outre-mer, et notamment la Polynésie. C'est surtout ça le message. Le trio s'envole pour Paris pour enregistrer une émission sur France 2 avec les autres finalistes. Qui représentera la France à l'Eurovision 2021 aux Pays-Bas? Verdict en février. Voilà, les portraits des candidats seront diffusés sur France 2 à partir du 16 décembre. C'est ainsi que se referme cette édition dont je vous rappelle l'information principale. Le cri de désespoir d'une trentaine de familles de l'immeuble GIP à Papeete à quelques jours des fêtes. Construit en 2009, leur bâtiment est en train de s'effondrer petit à petit. Ils lancent un appel à l'aide au gouvernement. À la une de la presse écrite, la dépêche titre « Covid, l'hôpital consolide son organisation ». Tahiti Info, Gaston Floss, 5 ans d'inéligibilité. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 6 heures, vos infos radio. Aux commandes de vos journaux du week-end, retrouvez Vito Tapo et Jeanne Fanariotis. À suivre 2 épisodes de votre série Shooter. Excellent début de week-end et surtout prenez soin de vous et de vos proches. À lundi, on se quitte en musique.
Yaurana, Kuraora, Kauhanui, Maeva. Whatever. Aori maina, mama mama Aori maina, mama mama Aori maina, mama 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 maeva yao. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet